On entend souvent cette petite musique, ce récit assez rassurant sur la crise climatique. Un récit qui nous dit que la technologie, au fond, va nous sauver. Les voitures électriques, les énergies propres, bref, l'innovation. Il suffirait de développer les bonnes solutions et hop, le problème serait réglé. C'est simple, c'est optimiste. Aujourd'hui, on va plonger dans une perspective, disons, radicalement différente. On va s'appuyer sur un article qui soutient que cette vision est, non seulement incomplète, mais peut-être même dangereuse. Notre mission, ça va être de comprendre pourquoi tant de politiques climatiques, malgré les milliards investis, patinent ou font carrément marche arrière. Notre source est un article d'un collectif d'universitaires internationaux. Des gens comme André de Palma de CY Cergy Paris Université, Moshe Ben Akiva du Massachusetts Institute of Technology, Nathalie Picard de l'Université de Strasbourg ou encore Robin Lindsay de l'Université de British Columbia. Ils ont fondé un groupe de réflexion, Action in Climate Change, pour lier la science à l'action. Et leurs arguments de départ, c'est un vrai pavé dans la mare. Le plus grand angle mort de la politique climatique, ce n'est pas la technologie, c'est le comportement humain. C'est exactement ça. Et ce n'est plus juste une théorie. Après plus de 10 ans de politique climatique très active dans les pays développés, le constat est là, sous nos yeux. Avoir la bonne technologie, disons que c'est le ticket d'entrée. C'est nécessaire, bien sûr, mais ça ne représente qu'une toute petite partie du chemin. Les politiques n'échouent pas parce qu'on manque de solutions techniques, elles échouent parce qu'on sous-estime, mais alors systématiquement, la manière dont les gens, les ménages, les entreprises vont réagir. Et en même temps, on surestime de façon presque naïve la capacité de nos institutions à mettre en œuvre des changements aussi profonds. Bon, alors décortiquons ça. L'article identifie 4 angles morts, 4 raisons principales qui expliquent ces échecs. On commence par le premier. Le premier, et c'est le plus fondamental. L'accès aux technologies ne garantit absolument pas leur adoption. Les modèles économiques classiques, ils partent du principe que si une option est moins chère, plus efficace, les gens vont la choisir. C'est rationnel. Sauf que la vraie vie, ce n'est pas un modèle économique. On est tous influencés par nos habitudes, par ce que font nos voisins, les normes sociales, quoi. Attendez, c'est un peu contre-intuitif. Si demain, une pompe à chaleur coûte 500 €, installation comprise, est-ce que les habitudes compteraient vraiment? Tout le monde se ruerait dessus, non? C'est une excellente question. Et elle est au cœur du problème. Le prix, c'est un facteur majeur, évidemment. Mais même dans ce scénario quasi parfait, il y a d'autres freins. D'abord, la charge mentale. Il faut trouver un installateur, gérer des travaux. Et puis, il y a l'effet social. Les subventions, même très généreuses, bénéficient souvent en premier aux ménages les plus aisés. Ce sont eux qui ont l'épargne, l'info, la capacité de se projeter. Du coup, la politique est vite perçue comme un truc de riche. Ça crée un sentiment d'injustice et un rejet. L'exemple des premières aides pour les véhicules électriques est flagrant. Ah, je vois. Donc, une politique qui se veut bonne pour le climat peut, sans le vouloir, creuser les inégalités et générer une opposition politique. C'est beaucoup plus humain que technique, en fait. Précisément. Et ça nous amène tout droit au deuxième angle mort, qui est encore plus pervers. C'est le fameux effet rebond. Même quand on réussit à faire adopter la technologie, les réactions comportementales peuvent annuler une bonne partie des bénéfices attendus. L'effet rebond, c'est cette idée que plus une chose est efficace, plus on a tendance à s'en servir. Exactement. C'est fascinant de voir comment un gain d'efficacité peut se retourner contre nous. L'exemple classique, c'est la voiture. Vous achetez une voiture qui consomme 2 fois moins. Votre cerveau ne se dit pas « super, je vais diviser ma facture d'essence par 2 ». Non, il se dit « super, le kilomètre me coûte moins cher, je peux aller plus loin ». Voilà, donc on part plus souvent en week-end, on fait des trajets plus longs, et au final, le gain écologique est bien plus faible qu'espéré. Et j'imagine que ça ne concerne pas que les voitures. Pas du tout, c'est un phénomène généralisé. Une électricité moins chère grâce aux renouvelables, par exemple, peut nous inciter à moins faire attention. Mais l'exemple le plus moderne, c'est le numérique. On nous vend des solutions dématérialisées, donc vertes. Sauf que chaque email stocké, chaque vidéo en streaming, chaque requête sur une IA, tout ça consomme une énergie folle dans des data centers. On crée sans cesse de nouvelles demandes. La conclusion des auteurs est sévère. Les décideurs surestiment les bénéfices climat des mesures techniques et sous-estiment leurs coûts sociaux.
Et ces coûts sociaux, justement, ça nous amène au troisième point qui me semble au cœur de toutes les tensions actuelles, les effets redistributifs. Absolument. C'est peut-être le point le plus explosif. Aucune politique climatique n'est neutre. Jamais. Elle crée toujours des gagnants et des perdants. Elle répartit les coûts de manière inégale. Une taxe carbone, par exemple, pèse beaucoup plus sur le budget d'une famille en zone rurale, qui dépend de sa voiture, que sur un cadre en centre-ville qui a son vélo. C'est le fameux conflit entre la fin du monde et la fin du mois. Si une politique est perçue comme une menace pour le pouvoir d'achat immédiat, la préoccupation pour le climat passe au second plan. C'est exactement ça. Et l'erreur, selon les auteurs, a été de voir cette question de l'équité comme un détail, un problème de communication à gérer après coup. Mais en réalité, si ces effets ne sont pas anticipés, mesurés et compensés dès la conception de la politique, la résistance sociale est quasi inévitable. Une ambition climatique qui ignore la justice sociale est, par définition, politiquement fragile. D'accord. Donc, on a la bonne technologie, on anticipe les effets rebonds, on imagine une politique juste. Ça peut quand même échouer. L'article pointe un dernier coupable, c'est ça ? La machine administrative ? Oui, c'est le 4e angle mort. Les institutions comptent. C'est le passage de la théorie à la pratique. Concevoir une politique sur un tableur Excel, c'est une chose. La déployer dans le monde réel, c'en est une autre. Un jour, un fonctionnaire m'a dit « Sur le papier, notre nouvelle aide à la rénovation est parfaite. En pratique, le formulaire fait 30 pages, il faut 15 justificatifs et personne ne sait quel service valide le dossier. » Résultat, personne ne la demande. L'enfer administratif qui tue la bonne intention. Voilà, c'est ça la capacité administrative. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la coordination entre les ministères, entre l'État, les régions, et surtout la crédibilité, la stabilité des politiques. Si les règles changent tous les 2 ans, si les aides sont modifiées sans cesse, comment voulez-vous qu'un ménage ou une entreprise s'engage dans un investissement lourd sur 20 ans ? Cette instabilité, ça paralyse tout le monde. Et c'est là que ça devient vraiment concret. L'article ne se contente pas de la théorie, il donne des exemples très récents. Et ça fait un peu peur. C'est une véritable hécatombe de politique climatique. Oui, la liste est assez éloquente. On a des taxes carbone qui ont été mises en place, puis purement et simplement abolies. En Australie, dans certaines provinces du Canada, aux États-Unis, il y a des tentatives constantes pour démanteler les crédits d'impôt pour les énergies propres de la loi de 2022. L'Europe n'est pas épargnée, j'imagine ? Loin de là. La Commission européenne a dû assouplir l'interdiction de vente des véhicules thermiques neufs prévue pour 2035 face à la pression. Mais le cas d'école de cette instabilité, c'est le Royaume-Uni. Ah oui, Alors là, tenez-vous bien. L'interdiction de ces véhicules, c'était prévu pour 2040. En 2020, le gouvernement l'avance à 2030. Grosse ambition. sur ces questions, comment on explique un tel chaos ? C'est la tempête parfaite où nos 4 angles morts se rencontrent. Vous avez l'instabilité politique, donc la faiblesse institutionnelle. Vous avez la réaction de l'opinion sur le coût de la transition, donc l'enjeu redistributif. Et vous avez la pression des constructeurs auto qui peinent à suivre le rythme, ce qui renvoie au problème de l'adoption. Ce yo-yo, c'est la pire chose qui puisse arriver. Imaginez un industriel qui doit investir des milliards dans une usine de batterie. Sans savoir si le marché pour ces produits existera encore dans 2 ans. C'est impossible. Le constat est assez sombre. Est-ce que l'article offre une porte de sortie ou est-ce qu'on est condamné à répéter ses erreurs ? Non, le but n'est pas d'être pessimiste, mais réaliste. L'article appelle à un changement de paradigme. Il faut, en quelque sorte, faire entrer la politique climatique dans l'âge adulte. L'idée centrale, c'est d'arrêter de voir les comportements humains comme des obstacles à contourner. Il faut les voir comme des contraintes de conception, au même titre qu'une loi de la physique. Une politique qui ignore la nature humaine est une politique mal conçue, tout simplement. Et concrètement, ça veut dire quoi, ce changement de paradigme ? Ça veut dire 3 choses. Premièrement, changer la question qu'on se pose. Au lieu de quelle technologie promouvoir, on devrait demander comment cette politique va interagir avec le quotidien des gens, leurs factures, les normes de leur communauté. Deuxièmement, arrêter d'être obsédé uniquement par l'objectif final de 2050. Le cap est important, mais la trajectoire pour y arriver l'est encore plus. L'ordre des mesures, leur cohérence, leur crédibilité, comment on accompagnait les gens, pas à pas, sans laisser personne au bord de la route. Et enfin, troisièmement, il faut cesser de voir l'acceptabilité sociale comme un problème de communication qu'on gère après. L'acceptabilité doit être intégrée dès le premier jour dans la conception des mesures. En co-construisant les solutions, j'imagine. Exactement. Avec les citoyens, les entreprises, les syndicats, les élus locaux, pour s'assurer que les solutions sont perçues comme justes et réalistes.
C'est une forme d'humilité, en fait. Admettre que les experts dans leur bureau à Paris ou à Bruxelles n'ont pas toutes les réponses. C'est ça. Et c'est d'autant plus crucial que le contexte a changé. La politique climatique n'est plus seule, elle est en compétition avec d'autres priorités. La sécurité, la réindustrialisation, la maîtrise des budgets. Si elle est perçue comme déconnectée des angoisses du quotidien, elle perdra systématiquement l'arbitrage. Le succès, dans les années à venir, il ne viendra pas de la technologie la plus brillante. Il viendra de notre capacité à aligner l'ambition technologique avec le réalisme comportemental. Pour résumer, si on devait retenir une grande idée, c'est que la décarbonation est bien plus un défi social, comportemental et politique qu'un simple défi technologique. Ignorer la nature humaine, les inégalités, la complexité de la mise en œuvre, ce n'est pas un détail, c'est la recette garantie pour l'échec. Tout à fait. Et ça implique que les solutions ne peuvent plus être simplement imposées d'en haut. Elles doivent être pensées en prenant en compte la manière dont les gens vivent, travaillent et prennent leurs décisions au quotidien. Et pour finir, une pensée pour la route, une question pour continuer la réflexion. Cet article nous pousse à regarder au-delà des solutions techniques miracles. La question à se poser n'est peut-être pas seulement quelle nouvelle technologie peut nous sauver, mais une question beaucoup plus proche de nous. Quelle est la norme sociale ou l'habitude collective, ici, dans notre propre communauté, qui pèse lourdement sur notre empreinte carbone? Et que faudrait-il concrètement, de manière juste et réaliste, pour la faire évoluer?